sociale. Or, le syndicat n'est pas là pour débarquer je ne sais pas qui. Le syndicat est là pour veiller sur la bonne marche de l'école. Le besoin de protection de ce corps névralgique pour la construction des têtes bien faites et bien pleines s'impose. Il faut restituer les parents dans leur autorité au sein du noyau familial, qu'ils aient de plus en plus de l'emprise sur les enfants et par conséquent, ils vont s'empêcher d'aller régler les problèmes au niveau de l'école. La violence observée aujourd'hui en milieu scolaire n'est pas seulement le fait des élèves et des parents sur le corps enseignant. Ces derniers ne brillent pas moins par des sanctions violentes affligées à leurs pupilles. Et on reste en milieu scolaire pour aborder cette fois un autre fléau, la drogue. Sauver les élèves de l'addiction à la drogue, un problème de santé publique qui se pose avec acuité. Les plus touchés en milieu scolaire sont âgés entre 13 et 15 ans, un phénomène qui se manifeste par le décrochage des études, l'agressivité et gangstérisme entre autres. Le groupe d'hommes de l'église évangélique du Cameroun, paroisse du cinquantenaire, replique par une conférence. Monique Naoussi Fossoué et Henri Chindak nous en disent plus dans cet élément. 12 000 jeunes âgés de 13 à 15 ans au Cameroun consomment de la drogue en milieu scolaire, selon le ministère de la Santé publique. Une pratique qui se manifeste par des signaux. Les parents devraient être suffisamment observateurs. Quand un enfant commence à avoir des problèmes de discipline à l'école, il faut comprendre s'il n'y a pas quelque chose derrière. Quand un enfant commence à avoir une certaine compagnie, un groupe commence à fréquenter un groupe d'autres jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques sociaux que lui. Les jeunes drogués en milieu scolaire interpellent à la fois la responsabilité des parents et celle de l'école elle-même. Lorsque la drogue se retrouve à l'école, ça pose problème. Victor Hugo disait, un enfant qu'on enseigne est l'homme qu'on gagne. Mais alors, si l'enfant trouve la drogue à l'école, ce n'est plus l'homme qu'on gagne. Donc ça signifie que la cause se retrouve dans la société. Il faut aussi trouver la solution dans la société. En plus de l'apport psycho-affectif de la famille, des écoles mettent à contribution des clubs pour prévenir ce phénomène. Dans les clubs, c'est des causeries éducatives, c'est des sensibilisations de manière hebdomadaire. Les clubs fonctionnent une fois par semaine et on leur donne beaucoup de conseils. La prise en charge clinique est également prévue pour des cas d'addiction. On doit l'hospitaliser parce que si on le fait en externe, c'est difficile, puisqu'il va toujours avoir tendance à partir. Puisqu'il est au stade où il est complètement dépendant. Donc il ne peut plus arrêter tout seul la drogue, parce qu'il y a des effets négatifs gênants qu'il ne supporte pas. La drogue en milieu scolaire, un problème de santé publique auquel veut s'attaquer le groupe d'hommes de l'église évangélique du Cameroun, paroisse du cinquantenaire, à travers cette conférence. Nous sommes dans la paroisse une sorte d'observatoire et nous avons beaucoup de jeunes qui fréquentent la paroisse. Et dans notre rôle, nous avons pensé effectivement que dans cette période, où généralement nous organisons des moments d'échange comme ceci. Nous avons cette année pensé aux jeunes parce que le phénomène de la drogue en milieu scolaire est réellement une calamité. Le cerveau absorbe 20% de l'oxygène du corps et la drogue représente une substance nocive sur la matière grise. Rendons-nous à présent dans la capitale Yaoundé où les 5 présumés braqueurs du bus de l'agence Binam Voyage ont été arrêtés. On voit cela avec vous Arnaud Gueffac. Arnaud, bonsoir. Aimée Catherine Moukouri, madame, monsieur, bonsoir. Frayeur et terreur, ils les ont sémés dans la région du centre ces derniers temps. 5 bandits de grand chemin, auteurs présumés du braquage spectaculaire, orchestré dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier contre un bus de Binam Voyage, repris de justice et même un détenu curieusement parti de la prison pour le coup de récidive. Désormais, entre les filets de la gendarmerie, ils ont été présentés ce jour à la presse à Yaoundé. Delphine Fonkoutene et Luc Vaudon nous en disent plus. 5 individus, désormais gardés comme jamais. C'est leur profession qui le leur confère. Braqueurs. Leur fait en date,
L'agression spectaculaire dans le bus de l'agence Binam Voyage, dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier, sur l'axe Yaoundé-Obala. Une grosse somme d'argent emportée. En termes de numéraire, on pourrait penser que cela peut faire de l'ordre de 2 millions. Mais si on ajoute des objets de valeur qui ont été pris, ça va bien au-delà. Un montant qui aurait été plus lourd si la fouille systématique des passagers s'était poursuivie. La disparition du convoyeur ayant fait paniquer ces derniers. Quand j'ai constaté qu'ils étaient distraits, c'est là où je me suis échappé. Je suis allé en route des voitures roulaient à forte vitesse. Je me suis donc rendu au niveau du Dodan du rond-point Obala. C'est là où j'ai vu un bus de l'agence et j'ai dit au chauffeur, le chauffeur a appelé l'agence, l'agence a appelé le responsable, ils ont appelé la police. Cette partie du butin récupérée après une perquisition dans le domicile d'un des leurs à Obala par les éléments de la Légion de gendarmerie du centre témoignent de leur expérience dans le domaine. Les 3 qui ont été pris sont des repris de justice. Le 4e aussi que nous recherchons. Et celui qui a perçu l'argent envoyé par Orange Money, c'est un détenu de prison. Les autres membres du gang étant les acteurs de l'ombre de cette opération. Les 2 que nous avons pris par la suite, c'est notamment celui qui a promis, dans le cadre de leur préparation, apporter une arme. Et le 2e, c'est celui qui a fourni l'arme. Donc au total, nous avons 5 malfrats qui sont mis hors état de nuit. Et il y a un que nous recherchons encore. Au Nana, nous l'avons localisé, nous avons de bonnes chances de pouvoir mettre la main sur lui. Fin de parcours donc pour ces présumés braqueurs qui ont traumatisé les passagers du bus de cette compagnie de transport. Ils sont passés aux aveux complets. Ils ne nient pas les faits. Ils reconnaissent avoir participé à cette action. Et ce qui est même surprenant, ils expriment le désir de rentrer le plus vite en prison. Avant la prison, ces présumés malfrats se rendent présentés devant le commissaire du gouvernement ce 8 novembre. L'enquête qui se poursuit permettra de voir clair sur l'implication ou non du chauffeur de Binam dans cette agression. Des braqueurs comme ceux-là se servent souvent des motos Tarsi pour leurs opérations néfastes contre des citoyens. Moto Tarsi mène justement au cœur du dossier de la rédaction de ce soir, identifié comme l'une des menaces urbaines depuis la suspension il y a près de 6 mois de la police municipale à Yaoundé. Les autorités administratives chapeautées par le gouverneur du centre étaient face aux acteurs de ce secteur pour un échange circonstanciel au désordre en recrudescence dans la capitale. C'était cet après-midi à l'hôtel de ville de Yaoundé. Voici les temps forts captés par Janice Kamga et Serge Alain Zibou. Taximène à cœur ouvert. Le désordre a atteint la côte d'alerte à Yaoundé et il faut, comme vous le disiez, que ça change. Le préfet d'Infoundi réaffirme la détermination du gouvernement à assainir ce secteur. Sur ces conducteurs de motocycles pèse un certain nombre d'accusations depuis la suspension de la police municipale il y a quelques mois à Yaoundé. Vous ne connaissez pas l'île de feu rouge. Voilà déjà un panneau devant vous. Vous passez comme si rien n'était. Et vous allez causer l'accident. Et vous êtes le premier à sortir, à insulter même le responsable dans sa voiture et même faire venir les autres et bloquer la route. Véritable casa palabre constitué ici à l'hôtel de ville de Yaoundé. Syndicalistes du secteur, conducteurs et propriétaires des motos à usage commercial, face aux réprimandes de la machine administrative, se défendent. Ni moi, conducteur de moto-taxi, ni ceux qui sont nos besoins, ne savent pas faire la distinction entre le moto-taximan vrai et le faux moto-taximan. Vous nous donnez des ordres, assainir le secteur. Par contre, vous-même, vous nous mettez où cellules. Finalement, on va travailler comment? Il y a les zones interdites de circulation aux motos qui constituent l'autre pomme de discorde. Quand vous regardez les zones interdites de la route des 6, quand le moto-taximan qui exerce à la route des 6 n'aura plus un endroit pour garder. L'arrêté conjoint préfet d'Infoundi et délégué du gouvernement fixant ces zones interdites sera peut-être revu, mais une chose est claire, l'autorité est debout pour la répression. La répression est terminée. Et si nous reparlions de la suspension il y a 6 mois de cette police municipale, conséquence d'un affrontement entre les agents de la commune de Yaoundé Premier agissant comme tels et les conducteurs de moto. C'était le 9 mai 2019 dernier. Un conducteur qui estimait être abusé a lancé un cri de détresse et vite entendu par ses pairs. La situation a dégénéré avec au bilan des dégâts matériels
et des blessés. Repartons aux sources du mal à travers ce reportage diffusé sur nos antennes le 9 mai 2019. Ils arrivent de partout. Conducteurs de moto alertés par un cri de détresse émis à partir du quartier Liguedjoa à Yaoundé. Là-bas, la police municipale et les populations révoltées sont à couteau tiré. En fait, le problème découle d'une altercation entre les éléments de la police municipale de la commune de Yaoundé 1er et William Victor, que voici en soins intensifs dans une clinique privée de Yaoundé. Selon le concerné, qui s'exprime à peine, sa moto personnelle a été interceptée, les reçus de l'impôt libératoire et son permis de conduire, catégorie A, demandé. William Victor aurait expliqué à ses interlocuteurs musclés que sa moto est à usage personnel et que le permis, il ne l'a pas encore. Ceux-ci vont alors lui demander, selon son récit, une somme de 15 000 francs. Sans argent, sa moto est réquisitionnée et destinée à la fourrière. Revenu quelques minutes après pour demander à soustraire les clés de sa maison du trousseau arraché par les agents de la mairie, les disputes vont commencer et dégénérer par la suite à une bagarre généralisée. Les conducteurs de moto mobilisés en centaines vont se diriger vers la mairie de Yaoundé 1er, au lieu dit rue Sepère, exigeant la justice. Les forces de l'ordre vont venir à la rescousse et finalement, les autorités administratives, le préfet du Foundi, réagit et suspend sur toute l'étendue du département les activités de la police municipale, de la communauté urbaine de Yaoundé et des 7 communes d'arrondissement pour 30 jours renouvelables en cas de nécessité. Awara, comme on les appelle, abattus en plein vol. La suspension de la police municipale, justement, a ouvert la vanne à de débordements et désordres de toutes sortes. Au centre-ville de Yaoundé, les motos taxis sont depuis lors omniprésents dans le périmètre urbain, traçant parfois leur route à travers les sinuosités des artères de la capitale. Au diable, le code de la route. Moto-taxi dans une situation de nos limites. C'est un reportage de Janice Kamga et Samuel Boris. Ils sont présents ici en tout temps. Nous sommes à la poste centrale de Yaoundé. Les mototaxis sont bien là. Sans leur chasuble, difficile de les identifier, mais leur conduite particulière, elle, est bien connue des autres usagers de la route. En vue comme ça, quand vous le voyez, double un véhicule, tout de suite, il sert devant la voiture. Bon, c'est ainsi que la voiture, le coin où il coin la voiture par derrière. Il prend même, arrivé au feu rouge, il passe même sans regarder si le feu rouge est en marche ou c'est le feu vert qui le donne la priorité de passer. Même scène ici au carrefour éducation. Le nombre de passagers importe peu tant que le transport des personnes est assuré. La surcharge est un détail. Pour se frayer un chemin, ils slaloment entre les taxis et exploitent le moindre espace. Cette passagère a failli en faire les frais. Il s'est tamponné avec ses collègues au niveau du Minéduc en haut là. Ils roulent très vite et ils ne respectent rien. Ils sont pressés et ils sont tout le temps en colère. Donc quand tu veux même les ramener à la raison, ils n'écoutent pas. Face à ces accusations, les deux roues se défendent. C'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Si on ne nous laissait pas, on devrait manger avec quoi? Pour l'heure, le bal incessant des mototaxis perdure dans le périmètre urbain pour leur plus grand bonheur. Le constat est donc clair, le désordre urbain, version moto-taxi est de retour à Yaoundé. Mais question ce soir, comment en sortir? Entre propositions des autorités, celles des acteurs eux-mêmes et l'idéal tenu d'un urbaniste, Delphine Foncoutene, Luc Vondo et Serge Alain Ziebou scrutent l'intervalle solution pour le retour de l'ordre dans la capitale. Une circulation urbaine sans désordre, c'est possible avec les mototaximens. Chacun de ces conducteurs d'engins à 2 roues a d'ailleurs sa petite idée. Le travail de moto-taxi doit être hiérarchisé. Des secteurs de moto, des sites, jusqu'au niveau du président des sites, le sous-préfet, et puis le préfet, le gouverneur. En principe, le préfet doit connaître les 7 présidents des arrondissements. On ne dit pas de prendre les déjà une carte de prise, un permis de conduire. Ça permet déjà que nous pouvons les savoir ce que nous allons faire sur le terrain. Être mototaximan, c'est le métier qu'optent plusieurs jeunes Camerounais pour faire face aux problèmes de chômage.
Et pour pallier le problème de leur omniprésence dans la capitale, Théophile Yimgeng-Mouyo propose qu'un site propre de transport soit mis sur pied. Chaque mode de circulation a son couloir pour que les Camerounais puissent comprendre. C'est ce qui devrait être fait. Cela n'est pas fait. Il faut donc trouver des solutions palliatives. Et comme solution palliative, l'urbaniste prône le transport par rail, lequel permettra d'ailleurs de décongestionner les rues de Yaoundé. Lorsque vous partez de l'hôpital général, si vous prenez le train en bas de l'hôpital général, vous vous retrouvez facilement en ville, même si c'est pour travailler au ministère des Finances, au ministère des Transports. Des solutions, il y en a à profusion. Seulement, le gouvernement est appelé à prendre la meilleure option pour lutter contre le désordre que connaît la circulation urbaine. Et bien loin de Yaoundé, la problématique des motos-taxis est au cœur des préoccupations sécuritaires dans la région du Nord-Ouest. Les Okada, comme on les appelle là-bas, sont pointés du doigt comme relais des sécessionnistes. Ils ont été sommés au cours de la réunion d'évaluation tenue à Bamenda de se mettre en règle. Faisons le point de cette réunion présidée par Paul Atangadji, ministre de l'administration territoriale, avec nos envoyés spéciaux, Bran et Constant Kamga. Certains conducteurs de moto-taxi dans la région du Nord-Ouest sont parfois complices des enlèvements et des exactions des sécessionnistes sur les populations. Après 9 mois, puis 3 mois de rallonge accordés à ces derniers, certains ne se sont pas toujours conformés à la réglementation. Ce jeudi à Bamenda, dernier avertissement. Si les conducteurs ne veulent pas se conformer, notamment en ce qui concerne l'identification, ces motos seront interpellés et les conducteurs seront transmis à la disposition de la justice. Il faut que ça soit clair. Le ministre de l'administration territoriale, qui a réuni autour de lui le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-L'Afrique, et l'ensemble des responsables des forces de défense et de sécurité, était aussi porteur d'un message. Au nom du chef de l'État qui m'a instruit de tenir cette réunion d'évaluation sécuritaire avec vous, je voudrais sincèrement vous témoigner les encouragements du chef de l'État et du haut commandement pour le travail que vous avez abattu depuis bientôt 3 ans pour amener la paix et la tranquillité. Au rang des préoccupations qui seront portées à l'attention du chef de l'État, le très mauvais état des routes dans le Nord-Ouest. Le ministre Paul Atangadji et les autorités de la région ont également fait le point sur la préparation des prochaines échéances électorales. Il a rencontré les mototaximens de la ville de Bamenda pour leur demander de se conformer à la réglementation et d'accompagner les pouvoirs publics dans le processus de retour et de maintien de la paix. Parlons de toute autre chose à présent. Le Cameroun est prêt, déjà prêt à accueillir pour une nouvelle fois la rencontre de l'Union internationale de la presse francophone. Au cours d'un point de presse tenu ce jour à Yaoundé, les responsables locaux de l'institution ont décliné toutes les modalités relatives avec en prime le patronage acquis du chef de l'État. Gislain Pierre Essonneau et Parfait Zambo. Comme en 2009, le Cameroun accueille les assises de l'Union internationale de la presse francophone. La 48e édition se tient du 18 au 21 novembre prochain à Yaoundé. Journalisme d'émotion, journalisme d'information s'interrogent les organisateurs qui en ont fait le thème principal. Je dois dire que les assises internationales de la presse francophone constituent l'activité phare de l'Union internationale de la presse francophone, qui est un réseau unique au monde, présent dans 110 pays. Ce sont 400 journalistes qui sont attendus en provenance des 5 continents. Un rendez-vous dont le kick-off sera donné par un match de football entre l'Union internationale de la presse francophone et les anciennes gloires du football camerounais, à l'instar de Roger Bila ou Joseph-Antoine Bell. Ce jour à Yaoundé, les 12 commissions de veille ont fait le point des préparatifs, aidés en cela par le gouvernement de la République. Local gouvernement s'est mis aux côtés de l'UPF après que le président de la République ait accepté de patronner l'événement. Chaque participant étranger devra donc repartir de chez nous avec la conviction que loin des schémas apocalyptiques, notre pays est à compter parmi ceux qui en Afrique et même au monde mérite
respect et considération. À l'occasion de ces moments d'échange d'expérience, il sera diffusé un documentaire qui montre le Cameroun de A à Z. Madame, Monsieur, gardez la pêche. L'actualité continue, cette fois avec le sport. À Douala, avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir à vous Arnaud Gueffak. Avant d'y arriver, justement, nous le disions au début de ce journal, une arrivée en grande pompe ce jeudi à Bafoussam pour le leader du MRC. Maurice Kamto s'y est rendu pour apporter de sa compassion aux victimes de la catastrophe de Ngouaché, accueillies par de nombreux sympathisants. Cette visite marque sa première sortie officielle depuis sa libération. Les précisions de Yasser Trésor Tanon et Michel Fauquois. C'est une immense foule qui accueille le président du MRC, Maurice Kamto, à l'entrée de la ville de Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Les militants sympathisants et autres curieux ne cachent pas leur émotion ce 7 novembre. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est venu réconforter les victimes de la catastrophe naturelle de Ngouache. Moi, c'est Manifa Florence, président national de MSC des femmes. Vraiment, le président à ces jours à Bafoussam, il est venu se recueillir. Et dès qu'un président veut arriver sur le lieu, je crois que tous les Camerounais sont appelés à venir l'accueillir, puisque c'est un homme de bon foi, c'est un homme de bonne volonté, et il nous montre les exemples appables dans notre pays. Toute la population de Bafoussam, toute la population de l'Ouest, et vous voyez derrière vous, derrière nous, tout le monde qui draine derrière lui, eh bien c'est l'impression que tout le monde est derrière le professeur Kamto. Et donc, comme c'est un papa patriotique, un père de la nation, il est venu donc justement s'incliner comme tout le monde. Il était anodin de ne pas venir ici. Alors nous sommes accompagnés de notre président élu, le président national, le professeur Maurice Kamto, qui est juste derrière nous, avec tout ce protocole, tout ce monde que vous voyez là. Nous sommes en train de préparer sa descente dans le site de Ngouaché. Pas moyen d'arriver sur le site du drame. Trop de monde, et pour éviter tout débordement, le président Maurice Kamto est obligé de s'arrêter à Ngouache Centre. Un dispositif était déjà mis sur pied pour le recueillement. Avant d'arriver à Bafoussam, le cortège du président du MRC a été stoppé pendant tout le parcours. Makenene, Baganté ou Banjoun, tout le monde. Le président Maurice Kamto est annoncé à Douala ce samedi 9 novembre pour un meeting qui a été interdit par les autorités. Préciser Yasser Trésor Tanon concernant le MRC, justement cette information qui tombe à l'instant d'après un communiqué du préfet du département du Vaury. Le meeting du parti prévu ce samedi à Douala ne se tiendra pas. Le préfet évoque la non-disponibilité d'un espace ouvert pour la tenue de l'événement. Benjamin Boutou invite les responsables à n'entreprendre aucune démarche improvisée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous d'ouvrir la page des sports de votre 19h50 avec du football. À quelques heures de leur entrée en compétition, les Lions espoirs, bien que toujours diminués par les absences de poids, sont confiants à l'idée de défier le Ghana. L'ambiance dans la tanière avec notre envoyé spécial sur place, André Mirabeau-Mahop. La piscine du Sonesta Hotel, la tanière des Lions olympiques, ici au Caire. Ces veilles de match pour la bande Harry Goberson, c'est surtout veille d'entrée dans la compétition. Mais pour le moment, le groupe semble très détendu. Ce jeudi, par exemple, juste après le déjeuner, les joueurs se sont confiés à la presse et leurs coéquipiers ont même joué
les journalistes. Qu'est-ce que toi, personnellement, en tant que défenseur central de cette équipe, en tant que Oumar Gonzalez, qu'est-ce que tu promets à ces Camerounais? Je promets à ces Camerounais tout simplement de mouiller le maillot pour la nation. Voilà, il promet de mouiller le maillot pour la nation. Et je pense ainsi que tous les autres aussi sont prêts à mouiller le maillot. Vous pensez que vous allez faire un très très bon parcours? Obligé, mon gars. Parce que la nation vous regarde et on espère que vous allez pousser les jeunes vers l'eau. Ouais, nous sommes conscients, nous savons. C'est quand même le Cameroun, les gars. C'est un mauvais résultat, on connaît sur Facebook, on va nous tuer. On voit ça avec nos petits, on a vu ça avec nos petits frères, les U17. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Face au Ghana, ce vendredi, le Cameroun se contentera d'un groupe réduit de 17 joueurs. Les autres sont encore retenus dans le club respectif. C'est le premier qui marque qui gagne. C'est ça dans une compétition. Il n'y a pas le temps de construire ou de faire un plan de jeu, tu vois. C'est comme ça. La compétition, c'est comme ça. Il n'y a pas le temps de construire quelque chose. Il faut être direct dedans. Si tu n'es pas dedans, ça sert à rien. Et en plus de la conférence de presse d'avant-match ce matin, l'unique séance d'entraînement est prévue sous les coups de 22h heure locale au stade annexe. Il sera 21h au Cameroun. Ça va dépendre de l'esprit d'équipe parce que je crois que c'est ça le plus important dans une compétition et que si on a un bon esprit d'équipe, je crois que c'est ça la clé pour aller loin. Cameroun U23 contre Ghana U23, c'est ce vendredi à 20h, temps universel. André Mirabeau-Mop au Caire pour Canada International. Et face à la presse ce jour, le capitaine des Lions indomptables et l'entraîneur Rigobert Song relativisent quant aux absences actuelles et sont conscients qu'un résultat ce vendredi est déjà important. Les déclarations fortes de la presse de ce jour en 1 minute. Dès demain, nous allons entrer dans l'arène face au Ghana. Nous savons que ce sera un match difficile. Mais pas seulement le Ghana, il y aura le Mali, l'Égypte et peut-être les autres nations. Mais nous, de notre côté, on s'est bien préparé. On parle bien, ça communique bien. Nous avons notre objectif et nous allons tout donner pour atteindre notre objectif. Il faudrait qu'on s'adapte et je pense qu'on a fait avec ce qui pourrait être là et aussi mettre tous les moyens pour que nous nous préparons, pour que nous soyons prêts. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Il faut aller au charbon, comme on dit chez nous. C'est une compétition très importante. Les 8 équipes présentes ici, on ne va pas se mentir, ont le même objectif. Tout le monde veut aller aux Jeux Olympiques, mais il n'y aura que 3 places. Et nous, le Cameroun, nous allons donner le meilleur. C'est une compétition qui se jouera sur beaucoup de petits détails. Alors on reste concentré et on va essayer de saisir notre chance pour cette compétition. Vous avez parlé du coach Tanko, que je connais très bien, qui a été même d'ailleurs mon coach. Lorsque moi je jouais, il était assistant de quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours une très bonne chose. D'être aujourd'hui, je suis de l'autre côté, c'est toujours un gros challenge. Et je pense que ça fait toujours plaisir parce que quand on fait un métier comme celui-ci, on est toujours confronté au challenge. Nous, on est bien préparés. Avant de refermer ce journal, revenons sur la célébration hier du 6 novembre, anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême à Bandjock-Koman-Koteng, dans le département de la Haute-Sanaga. Les militants et militantes du RDPC ont renouvelé leur soutien à Paul Biya. Écho de la célébration avec Arnaud Ngefak et Luc Mvondo. Tam-tam battant, couleur d'un 6 novembre festif dans l'arrondissement de Koten, département de la Haute-Sanaga, région du centre. Convergence des populations vers la permanence du parti RDPC. 37e anniversaire de la session de Paul Biya à la magistrature suprême, la contrée fait sa part de fête. L'élite politique est en place. L'émissaire du comité central porte le message de la hiérarchie du parti. Tous ensemble, derrière Paul Biya, pour garantir la cohésion nationale et renforcer le vivre ensemble dans un Cameroun un et indivisible. Le message de paix et de vivre ensemble va au-delà des militants. Il s'adresse à tous les Camerounais, même ceux qui sont de sensibilités politiques différentes. Il est question que nous vivions ensemble au sein du parti, entre nous les frères, les camarades, et qu'on vive également mis ensemble toutes les communautés ethniques et toutes les sensibilités politiques. Les militants et militantes l'entendent de bonnes oreilles et le comprennent.
Ici dans les rangs, soudés et unis à la cause nationale, c'est toute la représentativité camerounaise de toutes les régions. Nous avons les communautés du Grand Nord, c'est-à-dire de l'Adamawa, de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré. Nous avons la communauté de l'Est, nous avons la communauté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans ce climat favorable se dessine le futur proche. Les prochaines échéances électorales arrivent et le comité central ménage sa monture, ici pour réussir le coup d'éclat. Que les élections se passent dans d'excellentes conditions, des conditions de tranquillité publique, des conditions de cohésion sociale. Coten prend le serment irrelatif ici. Comme non-loi en Banjok, ce 6 novembre, les militants se sont donnés à l'exercice de célébration de manière faste et solennelle. Cette célébration ici en Banjok a été une réussite totale. 37 bougies méritent assumer avec fierté. RDPC, la fête dans les rythmes bien dansants, au masculin comme au féminin. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, un rendez-vous à ne pas manquer. Question de sport dès 21h30 avec Marc-Lionel Chameau pour décrypter l'actualité sportive. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.